Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 12e webinaire du programme Modèle socio-économique d'intérêt général. Le thème du jour est la diversité sectorielle. Alors pour ceux qui nous rejoignent dans ce programme, juste de rappeler pourquoi on a mis en place cette série de webinaires. Tout d'abord pour dire que toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, sont confrontées à la question de leur modèle socio-économique et de leur pérennité. Le Rameau travaille avec un certain nombre de ses partenaires depuis 12 ans sur la question des modèles socio-économiques et notamment les modèles socio-économiques d'intérêt général, ce qui a permis d'ailleurs de capitaliser un certain nombre de connaissances sur ce sujet. Et avec ses partenaires que sont la Fondation Total Énergie, la Croix-Rouge française, la Banque des Territoires et la JEBA, on a voulu aller plus loin et c'est pour ça qu'on a proposé ce programme de connaissance-reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général pour trois raisons, trois objectifs. D'abord, c'est de partager ensemble et auprès de tous une culture commune sur cette diversité des modèles socio-économiques. C'est de permettre à chacun de pouvoir se positionner et se repérer parmi cette diversité. Et puis, on l'a vu tout au long de ce programme d'un an, on a vu que la question des modèles socio-économiques était une question complexe. Et donc, il faut pouvoir en piloter cette complexité. C'est ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de ce programme. Alors, ce programme, il est animé chaque mois par une série de webinaires. Donc, tous les troisièmes jeudis de chaque mois, vous en revoyez les grands jalons. On l'a lancé il y a pile un an. Et donc, aujourd'hui, c'est notre dernier webinaire de ce programme. On a vu les premiers temps, on a essayé de comprendre ce que sont ces modèles socio-économiques, ce que ça veut dire. Ensuite, on a abordé la deuxième thématique, c'était comment on peut hybrider un modèle socio-économique au travers de ses richesses humaines, de ses leviers financiers, de ses alliances. On a parlé de la conduite du changement qu'il faut mettre en œuvre pour penser modèle socio-économique. Et depuis le mois de septembre, on s'attache à comprendre comment s'incarne très concrètement un modèle socio-économique, comment on peut le valoriser au travers d'une diversité des acteurs, au travers des territoires et aujourd'hui au travers de la question des domaines d'action. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose dans ce webinaire, c'est trois temps. Un temps très court sur le bilan du programme, puisque ça fait pile un an aujourd'hui qu'on l'a lancé et qui se termine donc avec ce webinaire. On aura au cœur de cette session un dialogue croisé qui va être très riche, puisque pour illustrer la diversité des domaines d'action, nous aurons avec nous la Ligue de l'enseignement de Haute-Marne, Tout est possible, Mogrove Consulting, la Fondation Caritas et l'association Stop Exclusion énergétique. Et on terminera le webinaire pour vous dire ce qui va se passer en 2022. Alors, rapidement, sur le bilan, pourquoi ce programme? Le programme, d'abord, il est issu d'un cheminement collectif qui a démarré finalement en 2019 par la publication d'un référentiel sur les modèles socio-économiques d'intérêt général qui a été publié avec Juris Association et avec nos partenaires, c'est ce que je disais tout à l'heure, la JEBA, la Banque des Territoires, la Croix-Rouge française et la Fondation Total Énergie. On a voulu aller plus loin et donc on a lancé ce programme pour partager les connaissances qui ont été accumulées et capitalisées depuis une dizaine d'années. Et donc, dès 2021, on a voulu diffuser, grâce notamment à cette série de webinaires, mais pas que, plus largement cet ensemble de connaissances. Alors, en termes d'objectifs, je le redis, mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir permettre au plus grand nombre d'avoir une culture, une acculturation et de comprendre quelle est la diversité des modèles socio-économiques et ce que ça veut dire quand on est une association, quand on est une entreprise, un acteur public, par exemple. C'est aussi de pouvoir se repérer dans cette diversité de modèles et ensuite de pouvoir en comprendre les spécificités des uns et des autres pour pouvoir mieux s'articuler. Et c'est aussi de pouvoir comprendre cette complexité parce que tous ceux qui ont travaillé sur la question des modèles socio-économiques et de leur évolution, ils savent tous, et je pense qu'autour de l'écran, il y en a certains qui pourront acter ça, que c'est complexe et que ça prend du temps. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de pouvoir piloter cette complexité. Au bout d'un an, qu'est-ce qu'on peut dire? On a eu un chemin apprenant, donc ce que je disais en introduction, autour de 12 étapes. Aujourd'hui, c'est la dernière. On a eu la chance d'avoir avec nous plus de 40 intervenants qui sont venus tout au long de cette année partager leurs expériences et leurs connaissances et leur retour d'expérience sur cette question des modèles socio-économiques. Et en termes de résultats très concrets, à votre disposition, il y a une note, un module de e-learning, il y a les 12 webinaires, puisque chaque fois, ils sont enregistrés, ils sont disponibles en accès libre sur notre site. Il y a des newsletters, et celle du Rameau et celle de nos partenaires, comme celle de ISASBL. Et puis, il y a des outils méthodologiques, comme un outil d'autodiagnostic qui permet à chacun de pouvoir identifier quel est son niveau de maturité, quels seraient ses besoins pour aller plus loin sur la question des modèles socio-économiques. Alors, concernant cette capitalisation de la connaissance,
c'est vraiment un enjeu pour nous. C'est pour ça qu'on a souhaité outiller les organisations et les territoires. Et cette capitalisation, on l'a concrétisée autour d'un parcours en 7 étapes qui permet de découvrir ce qu'est un modèle socio-économique, du plus simple, si je puis dire, jusqu'au plus compliqué. On va voir une petite vidéo très rapide qui va vous expliquer quel est ce parcours. Mais au cœur de nos enjeux, notamment de 2022, au-delà de l'outillage, c'est comment on fait pour passer à la question des compétences. Et là, c'est tout l'enjeu de la formation. Et donc, avec notre partenaire, l'Association française des fundraisers, on a expérimenté en 2021 une formation sur les modèles socio-économiques qui s'appelle Trajectoire socio-économique. Et aujourd'hui, elle a été expérimentée, elle a des résultats très intéressants. Et c'est une formation qui devient maintenant au catalogue de l'Association française des fundraisers. Et donc, une première session qui sera lancée le 17 janvier prochain. Donc, si vous êtes intéressé par ces formations, surtout ne pas hésiter à aller contacter l'AFF, puisqu'ils sont en train de construire le catalogue et donc surtout d'identifier toutes les dates et les prochaines sessions des mois et des années prochaines. Et puis enfin, la question des modèles socio-économiques, on a vu notamment sur les modèles socio-économiques d'intérêt général, ne sont pas toujours investigués. Et donc, on a un partenariat aussi très stratégique avec l'Institut français du monde associatif, puisqu'il y a un groupe de travail dédié aux modèles socio-économiques qui va réunir à la fois les chercheurs et les praticiens pour avancer sur cette meilleure compréhension des modèles socio-économiques d'intérêt général. Donc, voilà ce qu'on voulait vous dire sur le bilan. Et j'aimerais juste terminer ce bilan avant de passer au dialogue en vous présentant justement ce fameux parcours qui est accessible à tout le monde et qui vous permet d'avoir une vision très globale de toute la connaissance qui est capitalisée et que l'on souhaite partager avec vous. Donc, c'est une petite vidéo d'1 minute que je vous laisse écouter. Au travers de cette plateforme, nous vous invitons à redécouvrir la richesse et les spécificités des modèles socio-économiques d'intérêt général au travers 3 chemins complémentaires. Un parcours de redécouverte en 7 étapes, une diversité de formats de formation pour transformer votre modèle et un cycle d'appropriation des connaissances sur les modèles socio-économiques. Découvrons ensemble le parcours. Pour redécouvrir les enjeux de transformation des modèles socio-économiques et être capable de structurer votre propre démarche, nous vous proposons un parcours en 7 étapes. Les 2 premières étapes vous permettront de comprendre, au travers une note prospective et un module d'e-learning, l'univers des modèles socio-économiques. Les 2 étapes suivantes vous permettront de vous situer grâce à une plateforme et un cycle de webinaires afin de découvrir toutes les facettes d'un modèle socio-économique. La 5e étape vous permettra de vous former avec le MOOC Les nouveaux modèles socio-économiques associatifs, réalisé en partenariat avec l'ESSEC. Enfin, avec les 2 dernières étapes, vous saurez hybrider vos modèles grâce à un autodiagnostic pour mesurer votre maturité et accéder aux outils. Et l'espace Alliance et Territoire vous permettra d'être régulièrement informé sur l'innovation territoriale. Nous vous donnons donc rendez-vous sur notre site pour choisir votre chemin. Nous tenons également à remercier nos partenaires pour leur implication à nos côtés. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, le lien est accessible donc, sur le PowerPoint qui sera mis à disposition également dans le cadre de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à aller voir les différentes ressources qui sont à votre disposition pour découvrir ou en tout cas vous immerger dans cette question des modèles socio-économiques. Alors, aujourd'hui, on souhaitait aborder la question de l'interaction entre le domaine, puisque comme vous le savez, on a tous un cadre commun d'action que sont les objectifs de développement durable. Et pour réaliser et atteindre ces objectifs de développement durable, se posent les questions de les interactions. Comment les différents profils d'acteurs peuvent interagir entre eux pour construire justement des réponses à ces ODD, comment ces articulations, ces interactions se mettent en œuvre au niveau des territoires, quel que soit leur échelon territorial, et aussi quelles sont les interactions entre ces domaines d'action. Et c'est tout le cœur, tout l'enjeu de ce que nous on appelle l'économie de l'alliance, qui est un véritable levier d'action pour justement atteindre ces objectifs de développement durable. Alors l'économie de l'alliance, on l'a abordée en fait depuis le mois de septembre, puisqu'elle peut s'appréhender sous 3 prismes complémentaires. En septembre, on a vu l'économie de l'alliance au regard de la diversité des profils d'acteurs, comment un acteur économique, un acteur associatif, un acteur public peut s'articuler en fonction de son propre modèle socio-économique. On a vu aussi la question des territoires en octobre. Et aujourd'hui, on va voir les interactions entre les différents domaines d'action. Alors, avant de présenter les différents intervenants, je voulais juste vous dire le retour des Français, puisqu'on est allé les questionner dans le cadre de l'Observatoire des partenariats. On est allé les voir en octobre 2019.
Et on est allé leur poser la question comment ils percevaient, eux, les fragilités de leur territoire. Et ces fragilités, on a identifié 16 domaines qui sont classés selon 4 dimensions, une dimension économique, une dimension sociale, une dimension sociétale et environnementale. Et les citoyens se sont positionnés. Est-ce que ces différents domaines sont ou pas fragiles sur leur territoire? Et ce qui est très important et très intéressant, c'est que les Français sont convaincus qu'on ne peut pas penser un domaine d'action sans penser aux interactions avec les autres secteurs. On ne peut pas penser la question du logement sans prendre en compte la question économique, la question sociétale, voire environnementale. Et donc, ils sont convaincus aujourd'hui que pour construire des réponses aux enjeux auxquels on est confronté, il faut penser les interactions entre les différents domaines d'action. Et c'est vraiment le cœur du sujet d'aujourd'hui, c'est pour penser ces interactions, il faut aussi pouvoir comprendre comment les acteurs qui travaillent au sein de ces secteurs sur quel modèle socio-économique ils reposent pour pouvoir fonctionner. Alors, avec nous, pour illustrer cette diversité, nous avons 5 intervenants qui vont illustrer 4 secteurs, donc qui vont nous expliquer quel est leur modèle socio-économique, quelles sont les caractéristiques qui font que sur ce secteur-là, il y a des points particuliers à comprendre. Et donc, avec nous, nous avons, pour illustrer le secteur de l'éducation, nous avons avec nous la Ligue de l'enseignement de Haute-Marne. Pour l'insertion, nous avons Tout est possible. Sur les questions environnementales, nous avons un Mangrove Consulting qui représentera un groupe de travail qui est dédié au modèle socio-économique des ONG environnementales. Et sur la question de la précarité, nous aurons à la fois la Fondation Caritas France et l'association Stop à l'exclusion énergétique. Alors, tout de suite, nous allons commencer avec Juliette Bontemps. Juliette, bonjour, vous êtes directrice générale de la Ligue de l'enseignement de Haute-Marne. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer quel est le modèle socio-économique de la Ligue et est-ce qu'il y a des caractéristiques qui font que dans le domaine de l'éducation, il y a des choses très spécifiques à comprendre dans ce secteur-là? Juliette, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Alors, pour démarrer en 3 mots, peut-être rappeler ce qu'est la Ligue de l'enseignement, une fédération d'éducation populaire qui a donc comme adhérents des personnes morales essentiellement, des associations de son territoire, qui agissent dans tous les territoires, enfin dans tous les domaines d'action, plus exactement, je préciserai un petit peu, et une fédération qui a globalement pour vocation d'accompagner ce réseau d'adhérents, ses partenaires, pour rendre possible et encourager la participation citoyenne des habitants sur notre département, et en particulier autour des enjeux que nous retenons dans notre projet fédéral, et qui tournent, alors pour le projet fédéral à venir, autour de l'urgence écologique, la question de la transition pour aller vers la transformation écologique, la question de l'engagement citoyen et de la démocratie locale, et puis effectivement les questions de jeunesse et d'éducation de façon très large. Je rappellerai que la vocation initiale de la Ligue de l'enseignement, pas seulement de Haute-Marne, mais en général, c'est l'éducation de tous tout au long de la vie, et c'est ce qui nous guide en permanence. En Haute-Marne, nous avons donc une fédération qui rassemble hors crise sanitaire une centaine de structures adhérentes qui agissent à la fois dans le secteur éducatif, dans le secteur culturel, mais également dans le secteur sportif, puisqu'on a des fédérations sportives, dans le tourisme social et dans l'éducation à l'environnement et au développement durable. Donc ce sont culture, éducation au développement durable, tourisme et sport, nos 5 principaux domaines d'activité, et également tout ce qui tourne autour de la vie associative et l'accompagnement de l'économie sociale et solidaire. Je pense que c'est important de vous dresser un peu tout ce qu'on entend dans notre secteur, dans notre fédération en tout cas, par la notion, tout ce que recouvre la notion d'éducation, parce que comme vous voyez, c'est très vaste. On s'intéresse évidemment aux enfants. Nous accompagnons beaucoup, soit directement, soit à travers nos adhérents. Mais en réalité, la question de l'éducation, c'est vraiment tout au long de la vie et ça concerne tout le monde. Donc notre modèle socio-économique, d'abord pourquoi on s'y est intéressé il y a quelques années et à quelle occasion nous avons rencontré le Rameau, c'est parce que de façon un peu structurelle, malheureusement, nous avions un modèle économique qui était déficitaire depuis plusieurs années. On notait également
en ce qui concerne nos ressources humaines, en particulier les salariés, une vraie difficulté dans l'équilibre vie familiale, vie personnelle et vie professionnelle. Et ça commençait à poser de vraies difficultés à l'interne. Et puis un besoin qui est un peu permanent à la Ligue, mais qui là était particulièrement important, de remettre de la dynamique intellectuelle, du mouvement, et de se reposer pas mal de questions, sachant qu'on allait justement retravailler sur un nouveau projet associatif. Et donc, on a été intégré au programme lancé par le FONGEP et animé par le Rameau sur les trajectoires des modèles socio-économiques pour les têtes de réseau. Donc, ça nous a permis de découvrir la notion de modèle socio-économique que nous pratiquions, mais à la manière de M. Jourdain, comme beaucoup, je pense, sans le savoir. Et maintenant, on a pu poser un certain nombre de choses. Donc, le modèle socio-économique de notre fédération, très clairement, il va ressortir d'un modèle d'intérêt général qui s'appuie pour les leviers financiers assez largement sur les subventions publiques, à hauteur de 45-50%. La commande publique également, de plus en plus, environ 10 à 15%. Et puis un volet tout de même de prestations et d'activités autour de 15 à 20%, là aussi selon les années. Sachant que nous avons dans ce modèle socio-économique également une part importante qui repose sur le bénévolat et sur le levier des richesses humaines. Notre modèle socio-économique, c'est vraiment la question d'une alchimie entre ces ressources bénévoles qui vont être à la fois des bénévoles qui vont animer des activités. Et là, la crise sanitaire a été un coup d'arrêt qui très important et on sent que faire redémarrer la machine ne sera pas évident selon les domaines dans lesquels nous intervenons. Et puis les bénévoles, bien sûr, qui s'impliquent en termes de gouvernance dans l'association et pour lesquels on a un enjeu d'animation, de renouvellement et d'implication évidemment très important. Et quand je parlais d'alchimie, donc il y a ces bénévoles et puis il y a les salariés de la fédération. Quand nous avons rencontré le Rameau il y a 3 ans, on était 8 équivalents temps plein. Et aujourd'hui, on est 12, ce qui oblige aussi à se reposer pas mal de questions en termes d'organisation et de management, hein, pour dire le mot aussi, et aussi justement d'articulation entre nos administrateurs et nos salariés. Et puis la question de l'acculturation des salariés, certains ne sont pas tous... ils n'entrent pas tous à la Ligue en connaissant la Ligue. Et donc, il faut aussi un certain temps pour se rendre compte de tout ce que ça peut impliquer. Et donc, sur la question de RH, on a un volet important en termes de montée en compétences, qu'il s'agisse des bénévoles comme des salariés, sur lequel on a toujours un point de vigilance très important. Et puis, il y a la question des alliances, qui est effectivement un domaine qui est un peu... qui fonde assez largement finalement notre structure, puisque l'éducation populaire, et je pense l'association souvent en général, hein, mais en tout cas en particulier l'éducation populaire, c'est cette idée de faire avec, précisément. Et donc, sans mutualisation, sans alliance, qu'elle soit de production pour faire ou pour se positionner, finalement, notre fédération n'aurait peut-être pas la même raison d'être. Donc, on va à la fois rechercher les alliances avec des partenaires de même niveau, hein, des fédérations, des têtes de réseau départementales, notamment dans les alliances pour ce qui va être la défense de la citoyenneté, de l'engagement, de la laïcité. Et puis des alliances avec plutôt des partenaires de terrain ou notre réseau, dès qu'il va s'agir plutôt d'être dans les alliances de production ou dans la mutualisation. Nous, à l'heure actuelle, nous avons encore plusieurs associations avec lesquelles nous partageons soit des salariés, soit des projets pleinement. C'est-à-dire que nous agissons ensemble pour que ces projets puissent avoir lieu. Nous, tout seuls, nous ne serions pas en capacité de les mener, eux non plus, et c'est vraiment le fait de le faire ensemble, de se poser autour d'une table à un moment, et puis de regarder comment tout ça va se négocier, se mettre en œuvre, qui permet finalement le maintien de certaines activités ou leur développement.
En particulier, je peux citer notre éco-camping à Auberive. Je parlais tout à l'heure d'éducation à l'environnement et de tourisme social. C'est un lieu qui réunit ces deux ambitions, puisque nous avons un camping avec des hébergements qui ont été fabriqués par des bénévoles dans le cadre de chantiers participatifs. Ces chantiers ont été mis en œuvre par une association adhérente à la fédération avec laquelle nous avons passé une convention, et nous exploitons les hébergements, mais avant ça, surtout, nous avons accompagné les bénévoles techniquement dans la création de ces hébergements. Et donc là, il y a toute la notion de la transmission qui est très importante et qui est au cœur des réflexions qu'on peut se poser quand on réfléchit en termes d'alliance. Voilà, quand on va faire ensemble, ça va être pourquoi. Et souvent, la question de la transmission revient dans les éléments de discussion. Et puis aussi, je fais le lien avec les questions des richesses humaines, puisque dans le cadre du bénévolat et même dans le cadre avec nos salariés, cette question de la transmission des savoir-faire est évidemment essentielle. Alors, la spécificité peut-être de notre modèle socio-économique, je ne suis pas sûre que ce soit spécifique à notre modèle, mais très clairement, il ne me semble pas possible de ne pas dépendre, comme on dit, des subventions ou de la commande publique. En revanche, on a un vrai rôle en tant que fédération tête de réseau qui est de dialoguer avec les pouvoirs publics, de travailler avec eux pour que ces subventions, ces commandes publiques soient sécurisées dans le cadre de conventions pluriannuelles, en échangeant aussi sur le contenu des conventions, des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt qui peuvent être engagés. À ce titre, la loi ESS de 2014 avait apporté un certain nombre d'éléments intéressants. Et là, alors c'est peut-être un domaine un peu différent, mais le contrat d'engagement républicain qu'on nous promet pour les semaines ou les mois à venir ira plutôt dans un sens un peu plus délicat en termes de sécurisation. L'autre particularité, c'est vraiment cette part du bénévolat, de l'économie non monétaire. Nous, on l'évalue quand même facilement à 10 à 15% d'un budget. Chaque année, en équivalent temps plein, c'est entre, là aussi, ça va dépendre des plus ou moins bonnes années, mais 5 à 6 personnes en équivalent temps plein, c'est pas négligeable pour notre activité. Et puis, bien sûr, l'autre particularité, c'est cette question des alliances et le fait qu'il faille, me semble-t-il, toujours travailler avec nos territoires et prendre en compte les nouveaux acteurs. On a eu des échanges il n'y a pas très longtemps au sein de la fédération et on voit émerger beaucoup de nouvelles associations, nouveaux acteurs sur nos territoires, alors pas forcément des assos, mais beaucoup, et qui nous bousculent un peu dans nos manières de faire, peut-être un peu traditionnelles dans l'éducation populaire, mais qui à la fois nous bousculent, mais qui en même temps nous interpellent pour pouvoir justement faire ensemble, parce que malgré tout, notre présence, l'expérience aussi qu'il y a d'un territoire et des acteurs locaux est intéressante pour ces nouveaux acteurs à être pris en compte et à pouvoir travailler avec nous. Hier soir, j'étais sur une manifestation de la MJC de Chaumont, donc toujours en Haute-Marne. La MJC fait son cinéma, c'est traditionnel au mois de novembre, et donc nous proposions avec la MJC et une association locale une soirée sur les tiers-lieux. Et typiquement, les tiers-lieux et les acteurs de ces lieux-là sont encore peu fédérés, en tout cas sur notre territoire, et nous bousculent, quoi. Ils prennent beaucoup le temps de faire, enfin, ils font, et nous interrogent toujours sur le temps que nous, on prend à faire. Je ne sais pas si je suis très, très claire, mais en tout cas, la question de la temporalité est quelque chose d'important et pour moi, ça fait partie de notre modèle socio-économique parce que on va, comment dirais-je, dans notre volonté et notre mission d'accompagnement et de mise en avant de la citoyenneté et de l'engagement local et de l'engagement citoyen des habitants, des associations, il faut du temps.
Pour dialoguer avec les pouvoirs publics, il faut aussi du temps. Et ce temps-là, on a des bénévoles qui peuvent s'investir, mais on a aussi besoin de salariés dans les fédérations. Et donc, qui dit du temps, dit à un moment aussi un peu d'argent à devoir trouver. Voilà. Merci beaucoup, Juliette. Donc, ce que je retiens, c'est une relation peut-être privilégiée avec l'acteur public, l'importance réelle du bénévolat dans le mode de fonctionnement et d'action, notamment de la Ligue, et puis la nécessité de prendre en compte la temporalité pour mettre en œuvre le projet et ce qui peut être percuté ou percutant, je ne sais pas, avec l'arrivée de nouveaux acteurs territoriaux et de nouvelles façons d'agir. Merci beaucoup, Juliette. On va voir donc un nouvel intervenant avec Guillaume Eluy. Vous êtes directeur général de l'association Tout est possible. Alors, un peu les mêmes questions que pour Juliette, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez déjà nous présenter les grands principes du modèle de Tout est possible et puis de nous dire si, selon vous, en tout cas, il y a une caractéristique ou des caractéristiques qui pourraient être illustratifs du domaine de l'insertion. Oui, mais j'ai essayé de répondre à toutes ces questions. Déjà un rapide retour sur ce que fait Tout est possible. Donc Tout est possible, on est une association créée en 2017. On compte à peu près 40 salariés sur 8 territoires. Et notre mission associative, notre raison d'être, c'est d'être un laboratoire de solutions de retour à l'emploi. Et en fait, on fait 2 types d'activités. On fait soit du retour à l'emploi direct à travers des activités de reprenariat. Et à l'époque, on s'appelait tous repreneurs. Et c'est peut-être aussi comme ça que vous connaissiez l'association auparavant. Et puis aussi des accompagnements notamment sur les métiers en tension. Donc de l'accompagnement direct de personnes pour les éloigner de l'emploi, pour les accompagner à retrouver un emploi. Et puis des activités que j'ai appelées indirectes, qui n'est pas d'accompagner des bénéficiaires directement, mais d'accompagner des acteurs, donc des entreprises notamment, des collectivités, qui elles-mêmes accompagnent ces publics-là, et donc notamment dans leur manière d'action, dans leur manière de parler, dans leur langage, dans leur manière d'agir, et de les accompagner à comment améliorer les capacités de retour à l'emploi des personnes les plus éloignées de l'emploi, tout en ayant conscience que l'acteur principal, qui est Pôle emploi, déjà permet d'accompagner la grande majorité, mais les personnes qui sont les plus autonomes. Mais nous, notre objectif dans ce volet-là, c'est de créer les routes pour les personnes qui n'ont pas ce même niveau d'autonomie. Et à chaque fois, en fait, on procède de la même manière. À chaque fois, quand on a une intersection entre un talent en interne qui porte un projet, un financeur, et puis un potentiel d'impact sur un territoire, on monte sur un seul territoire un projet d'expérimentation sur une solution. Alors, j'en avais cité sur le reprenariat, sur des retours à l'emploi direct, sur des métiers du care ou ce genre de choses. On le mesure. Si on a des résultats probants, on le passe à l'échelle de 2-3 territoires, justement pour tester la réplicabilité et voir si c'est pas parce qu'on était juste potes avec le maire de machin ou qu'on connaissait hyper bien l'écosystème B, ou que en fait la posture socio-économique du territoire fait que c'est très efficace sur un territoire bordelais, mais par exemple sur un territoire du nord ou de l'est avec des caractéristiques socio-économiques différentes, ça fonctionne moins, et qu'on soit capable de l'expliquer et de le dire. Et puis après, avec l'objectif après de mettre ce projet-là sur la piste la plus efficiente pour qu'il puisse passer à l'échelle et prendre sa propre vie, qui est soit de le passer à un collaborateur, à des alliances, enfin à d'autres structures qui seraient prêts à apporter ce projet-là. Je donne un exemple. Le jour où on aura fini, où on aura bien avancé et structuré le reprenariat, est-ce que ça vaut le coup que nous, on fasse toute une structure de reprenariat partout en France, alors qu'il y a déjà des accompagnements à l'entrepreneuriat qui ne font pas tout à fait la même chose, mais qui pourraient justement s'emparer du sujet et donc faciliter les logiques de passage à l'échelle. De la même manière, on pourrait aussi essayer il y a toute une partie de plaidoyer pour le passage au droit commun de certaines solutions qu'on porte. Et puis enfin, toute une partie qui serait plus, on serait dans une terminologie entreprise qui serait plutôt de l'ordre de la filialisation, ou de faire émerger justement des structures qui porteraient des projets qui auraient leur propre raison d'être et leur propre viabilité, et qui auraient nécessité d'avoir que cette raison d'être pour bien se construire, et puis à l'intérieur d'une sorte de cette sorte de laboratoire de conception de solutions de retour à l'emploi. Donc ça, c'est un peu comme ça qu'on fait. Donc ça, c'est notre raison d'être, et c'est un peu notre leitmotiv sur tous les projets qu'on porte. Et donc pour aller directement à la question sur les modèles socio-économiques, moi je vais prendre la pelote par la partie sociale, la partie RH,
parce que je dis toujours, et je viens du monde de l'industrie avant, dans le monde de l'industrie, moi j'ai des brevets, j'ai de la matière première, donc c'est-à-dire que quand je regarde la valeur de mon entreprise, j'ai tout un ensemble d'objets et bien sûr des et quand je fais ce même travail sur ce que je fais ici, et ben je n'ai que le talent de mes collaborateurs pour produire. C'est ça qui fait la différence. Alors oui, il y a de l'historicité, mais ça va créer juste de l'inertie positive ou négative dans un sens ou dans l'autre. Mais ce qui fait que moi derrière, j'arrive à produire une valeur qui est valorisable sur le territoire et qui intéresse soit des prestataires, soit des collectivités, soit quel que soit ça, c'est le talent de mes collaborateurs. Donc c'est vraiment au centre de mon action. Et je pense on est plusieurs à avoir cette logique, cette question-là, c'est que en plus on est avec des niveaux de financement qui, pour positionner des collaborateurs sur ces activités, nous poussent à créer d'autres formes de valorisation de l'activité que uniquement le levier salarial. Parce que si vous utilisez que le levier salarial, vous êtes capable de prendre des jeunes ou des personnes en fin de carrière, mais en fait des personnes qui, je veux dire très prosaïquement, des personnes qui commencent à avoir des enfants, des familles à s'occuper, etc. Les niveaux salariales par rapport à ce qui se fait à compétences équivalentes dans le privé ou sur d'autres secteurs, en plus, si vous êtes dans le public, ce ne sera peut-être pas le niveau salarial, mais ce sera les avantages en nature ou les avantages à côté qui vont venir contrebalancer, ne permettent pas une attractivité forte des activités et des recrutements. Et d'autre part, en plus, et là, je rebondis aussi sur ce que nous expliquait Juliette. Excusez-moi, je n'ai pas vu votre nom de famille, mais je vois juste votre prénom. Et qui disait problème de déconnexion, parce que si on ne mobilise les collaborateurs que par l'envie de bosser, et qu'on en fait une sorte de mix entre des salariés bénévoles, et que sous cette logique-là, on se dit aussi les personnes elles peuvent donner un peu plus, même sur le contrat, je leur inscris 35 heures et que je sais pertinemment qu'ils en font 42 ou 45. Et je me mets dans un système où c'est OK, mais où au fur et à mesure, en fait, on vient manger, on vient de mettre ses collaborateurs dans un système où ils sont pas à l'aise et pas au centre, et quelque chose de pas durable. Et donc tout ça, pour toutes ces raisons-là, le logique de fonctionnement de l'association, elle est sur l'autonomie et la flexibilité de l'organisation de travail des collaborateurs. C'est vraiment un point central. Et moi, je mets beaucoup d'énergie à faire en sorte que l'expérience utilisateur de mes collaborateurs, elle soit hyper bonne. Et ça veut dire que j'utilise tous les leviers qui sont à ma disposition, autres que celui du salaire, pour les fidéliser et les garder. Et leur proposer une expérience de projet au sein de l'association, qui sont déjà, par rapport à la définition de leur poste dès leur arrivée, jusqu'à des repositionnements internes en cours de route, jusqu'à la manière dont sont prises les décisions et dont est construit le management, qui s'adaptent entre des projets. J'ai des projets qui fonctionnent sur des logiques très proches de la sociocratie, d'autres qui sont plus traditionnelles en fonction aussi de la personne qui les pilote. Et puis avec aussi, en utilisant les nouvelles modalités, et là-dessus, le Covid, s'il a été très difficile d'un niveau activité, nous a aussi permis de s'emparer des nouveaux modes de travail et de construire avec ça des modes équilibrés qui permettent, justement avec le distanciel, et puis d'avoir une flexibilité accrue. Et donc, tout simplement, aussi en décorrélant les zones d'activité des lieux de vie des salariés quand c'est possible, sur les activités où c'est possible, et ce qui a permis d'augmenter très largement, en tout cas ces 2 dernières années, les niveaux de recrutement et les niveaux de qualification et de compétences des collaborateurs qu'on a pu recruter, avec qui moi j'ai la chance aujourd'hui de travailler. Et ça, c'est vraiment, je dirais, le cœur aujourd'hui, c'était vraiment le cœur battant de l'évolution de l'association. Mais une fois qu'on a dit ça, comment ça se répercute en modèle économique ? En modèle économique, alors pareil, on est aussi très dépendant des financements publics. On a les financements publics, je les différencie en deux, puisqu'il y en a une partie en fait nationale qui sont sur des contrats longue durée de type contrat impact, PIC, donc sur des sommes importantes qui permettent d'avoir de la lisibilité, et des contrats locaux liés à des projets d'action directe. Donc les contrats nationaux, ça représente autour d'un tiers aujourd'hui de notre modèle économique. Enfin, c'est pas le modèle économique, c'est les structures de recettes au sein du modèle économique. Et dans ces structures de recettes, on a aussi les subventions locales qui représentent à peu près une quarantaine de pourcents, donc notamment auprès des collectivités. Et puis tout le reste, donc les 25-30% qui restent, c'est notamment des actions
des subventions privées d'entreprises ou d'acteurs ou de groupes privés. Groupe privé avec un peu de prestations à l'intérieur, et c'est justement un des trajets qu'on est en train de faire. On est en train d'étudier quelles sont parmi toutes nos activités celles qui sont fiscalisables, qui nécessitent une fiscalité, pour être sûr de ne pas être à côté de la plaque là-dessus. Et puis nécessairement en fonction, je pense que vous savez chacun un peu comment ça se passe, en fonction des taux d'activité fiscalisée, il y aura sûrement des réorganisations un peu en interne à faire, mais ça c'est tout un trajet qu'on est aussi en train d'accomplir. Et au-delà de la problématique, et on en a déjà juste parlé, il y a deux problématiques qui se dégagent de ces modèles de financement. La première problématique, c'est le défi de la temporalité. Et là, en fait, c'est tout simple. Moi, j'aimerais qu'on me paye pour planter des arbres, et en fait, on me paye pour sortir des cagettes de pommes. C'est-à-dire que sur le projet, je dois fournir des résultats à très courte échéance. Je prends l'exemple, le reprenariat, étudier quelqu'un qui fait de la reprise d'entreprise, et si l'entreprise qui va reprendre, elle va être pérenne et saine, si je vais parler à un chercheur en éco, en socio-éco, pour me dire comment je construis un processus de mesure robuste de l'impact social de cette action, il va me dire c'est une étude sur quelque chose qui ressemble à 5 à 10 ans. Et ça, aujourd'hui, c'est inentendable par nos financeurs. C'est des logiques de temps qui sont inentendables. Et donc, j'ai besoin d'hybrider tous mes projets, à la fois dans ce contexte de je plante des arbres, mais il faut quand même que mes arbres, dès le début, je suis capable de faire quelques cagettes de pommes au fur et à mesure. Sinon, je ne suis pas en capacité d'intéresser mes financeurs à court terme. Mais ça, je dirais, c'est un débat général et un tempo dans lequel on est tous un peu inscrits. Et la deuxième problématique, je dirais, c'est la répartition entre mes services support et mes services métiers. Parce qu'en fonction de la caractéristique des modes de financement dont je vous parlais, en fait, on a des ratios un peu différents. C'est-à-dire, sur des contrats nationaux long terme, on a des capacités de financer de la restructuration et en fait un rapport qui est plutôt de 2 tiers, 1 tiers entre du financement métier et du financement support. Alors que sur des contrats locaux, on est plus sur du 80-20%. Et donc, par rapport à des activités, en fait, ça demande, en fonction des proportions du modèle économique au sein de l'association, de reconstruire. Et donc ça m'amène de temps en temps à devoir prendre des missions que j'ai envie de mutualiser et que j'ai envie de transformer en fonction support, parce que j'ai intérêt, parce que ça me permet de recruter des compétences spécialisées et d'organiser ces compétences spécialisées. Mais parfois, je suis obligé aussi de faire le trajet inverse, de réimpliquer des services métiers dans des compétences support, parce que je ne suis pas en capacité, en fait, de les financer en fonction de la typologie de mes financeurs. Et donc ça, c'est vraiment les deux gros défis aujourd'hui, au-delà de l'aspect quantitatif que tout le monde, qui est la capacité à valoriser, à vendre ce que l'association fait et à convaincre. C'est vraiment les deux gros défis. Le défi de la temporalité et celui de rapport financement service support, financement service métier. Enfin, sur la troisième partie, sur la partie modèle d'alliance, et c'est là peut-être qu'il y a beaucoup plus de particularités liées au retour à l'emploi, enfin dans ce domaine de l'insertion. C'est que déjà on a un secteur qui est hyper à la fois avec beaucoup d'acteurs et des acteurs très disparates, parce qu'en fait dans ce monde de l'insertion, il y a le monde de l'accompagnement, il y a le monde de la formation qui est pas loin, et par nécessité, c'est un des enjeux au moins du quinquennat en cours et puis c'est des quinquennats précédents, et donc c'est aussi un secteur assez doté et qui a des chances d'être beaucoup doté dans les années à venir, parce que d'un point de vue politique, l'emploi, c'est quelque chose qui est un peu non négociable dans les futurs positionnements à grande échelle. Donc, il y a des dotations. Il y a aussi un énorme problème, il y a un énorme défi sociétal, on ne va pas l'appeler problème, qui est que des personnes qui ne trouvent pas d'emploi ou qui ne s'épanouissent pas dans leur emploi et qui ne sont pas capables de s'intégrer dans la société en partie à cause de ça, il y en a un nombre important. Alors même si ces derniers temps on est plutôt dans la bonne trajectoire, mais même avec ça, on se retrouve dans des configurations très concurrentielles. J'ai parlé déjà de la partie concurrentielle sur la partie réussir à capter des financements publics. Ça, on en est tous. Je pense aussi, parce que pareil, j'ai une partie de mon activité où il y a une tête de réseau et des antennes, un énorme questionnement de comment, en tant que tête de réseau, se positionner sur des appels à projets sans venir concurrencer ses propres ouailles sous sa tête de réseau. Et donc vraiment d'être capable d'avoir une définition fine des rôles de chacun au sein entre le réseau, la tête de réseau, et que les deux ne se chevauchent pas, ou il n'y ait pas de perception de chevauchement.
Et donc, sur cette partie modèle d'alliance, donc déjà, il y a vraiment la concurrence, la deuxième concurrence, au-delà de la concurrence financière, c'est la concurrence pour trouver des publics cibles. Parce qu'en fait, pour catégoriser un peu, des personnes, il y a quelque chose qu'on appelle un score d'exclusion qui qui comptabilise un peu et qui évalue à quel point une personne a des freins pour accéder au retour à l'emploi et pour accéder à l'emploi. Et en fait, en fonction de vos activités, vous avez un public cible différemment positionné. Et la plupart des personnes, la plupart des associations, des structures d'accompagnement se battent pour un public qui est le même, qui est le public difficile à accompagner, mais pas non plus trop difficile, qui, eux, doivent passer par des parcours d'accompagnement santé, psychologique, etc., dont aujourd'hui peu d'acteurs ont la pleine maîtrise parce que ça sort du domaine de l'emploi, c'est plutôt du domaine de l'accompagnement psychologique et médical. Excusez-moi, il y a un petit bruit de travaux à côté, je suis désolé. Et donc, dans cette logique-là, dans cette logique-là, on a vraiment intérêt, et nous, ça a été un peu notre démarche, de construire spécifiquement des modes d'action pour venir un peu casser cette concurrence. Et cette concurrence, casser cette concurrence à la fois au local, où en fait, au local, il y a un besoin extrêmement fort de surtout ne pas refaire la même chose. Comme il y a beaucoup d'acteurs sur les territoires, de vraiment, et donc ça, déjà, c'est une politique interne, mais même au-delà de ça, c'est une façon de faire, de ne jamais, de toujours passer par la solution collective et d'alliance, plutôt que d'internaliser des compétences ou des modes d'action qui existent déjà sur le territoire, quelles qu'elles soient, et en plus, ça permet de faire vivre le territoire. Et deuxième point, ça permet aussi, même dans nos modes d'action, de trouver, et là, on l'a construit, alors nous, on a une action chez nous qui est spécifique à ça, ce qu'on appelle les collectifs emploi, qui permettent justement, qui est une solution qui permet d'essayer justement de casser cette concurrence. Et une des moyens de faire, c'est de ne jamais se mettre alors si on fait des chaînes de création de valeur, de jamais se mettre entre le copain et son client. Si je décris, et c'est d'essayer à chaque fois de donner une juste représentation de chacun dans la chaîne de création de valeur et de ne pas essayer d'essayer de se partager à la fois les logiques d'image, et ça c'est vraiment quelque chose qui est les logiques d'image et les logiques de recrutement, et de ne pas faire le jeu de guichet unique. Donc voilà ce que je peux vous dire à peu près. Alors je pourrais aussi vous en parler beaucoup plus longtemps, mais je pense que ça fait un premier point de vue de comment on fonctionne à la fois sur les logiques ressources humaines, économiques et modèles d'alliance. Donc Élodie, je te rends la main. Merci Guillaume, de ce que je comprends, hein, et tu me dis si je me trompe, mais je vois qu'il y a quand même un point commun peut-être avec Juliette sur la question de la temporalité qui impacte, en tout cas pour Tout est possible, aussi les modalités de financement, de même que la question de la répartition, comment on active les fonctions support et les fonctions plus métiers. Donc ça, c'est un point très intéressant. Et de ce que je retiens également, plutôt sur la question du domaine de l'insertion particulièrement, c'est qu'il y a un écosystème qui est extrêmement dense et hétérogène en termes d'acteurs, ce qui a un impact quand même et un potentiel d'action important, ce qui impacte quand même du coup l'action en tout cas de Tout est possible, puisqu'il y a une nécessité pour Tout est possible de venir en subsidiarité. Et donc c'est l'enjeu de l'alliance. Comment vous allez construire des alliances avec votre écosystème qui va vous permettre finalement de vous insérer dans un secteur qui est par nature extrêmement complexe et foisonnant. Merci Guillaume, je passe aux autres et puis après on pourra faire les liens entre vous si vous en êtes d'accord. Alors, je crois que Jean-Marie a besoin de partir un tout petit peu plus tôt. Donc, Jean-Marie, je te laisse la main. Vous êtes délégué général de la Fondation CAS. Vous allez présenter la Fondation et les associations que la Fondation soutient et quels sont les grands principes de leur modèle socio-économique et de leurs caractéristiques. Et ensuite, on reviendra à Stéphane. Oui, bonjour à tous. Merci Élodie. Alors je me disais, nous, Fondation Caritas France, on est une structure qui finance des acteurs. Néanmoins, on a notre propre modèle socio-économique et je voulais peut-être en dire deux mots par rapport aussi après au mode de financement. Nous sommes créés par le Secours catholique il y a une dizaine d'années. Nous sommes donc un peu le département philanthropie du Secours catholique. Nous avons la chance d'avoir accès à des ressources financières qui viennent d'un réseau de donateurs
Donc ça, c'est vrai que c'est par rapport à beaucoup de structures qui doivent systématiquement chercher des financements, ça peut apparaître comme une sorte de, le mot confort est peut-être trop fort, mais en tout cas une facilité. Néanmoins, lorsque nous collectons des fonds pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Donc, dans les associations collectrices qui collectent, quelle que soit la cause, il y a effectivement déjà une sorte de ratio qui existe, qui est de dire une structure qui collecte et qui est bien gérée doit allouer au minimum 75, 80, 85% de ce qu'elle collecte directement à la cause. Et le reste peut aller à des coûts de structure. Alors nous, la Fondation Caritas, la manière dont on a pu gérer cela, c'est effectivement d'avoir à la fois un modèle économique qui nous permet de prélever une petite partie des dons reçus, à la fois pour nos frais administratifs courants, mais aussi pour investir en termes de communication et de collecte de fonds, parce que la collecte de fonds, vu l'univers, est là aussi un univers hyper concurrentiel dans lequel il faut émerger en termes de communication, en termes de visibilité sur le web. Il y a, au moment des collectes de fin d'année ou autres, les enchères, par exemple, sur les clics, pour être en haut de page pour quelqu'un qui chercherait à qui faire un don, sont extrêmement onéreux. Donc, on a là, je dirais, une tension, effectivement, d'optimisation des ressources financières que l'on va utiliser à partir des dons. Et par contre, sur la structure, nous avons un modèle hybride où effectivement, à la fois, nous allons financer nos structures en partie par les dons, mais nous avons nous-mêmes développé une offre de services, donc une vente de services, puisque nous sommes des conseillers en gestion de générosité pour des individus, des familles qui créent leur fondation personnelle abritée à la Fondation Caritas France. Et donc là, nous allons à peu près... Nous avons un modèle où 50% de nos coûts de structure sont portés par les dons et 50% sont des prestations que nous pouvons facturer aux fondations que nous accompagnons. Ça, c'est un point que je voulais signaler. Sur le modèle des ressources humaines, nous sommes là aussi dans un modèle assez concurrentiel. Le monde des fondations, en général, est mieux doté que le monde des associations. Mais nous, étant, je dirais, originaires venant du secours catholique, étant engagés dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, en termes d'éthique, de déontologie, on ne peut pas se permettre d'avoir des politiques salariales trop importantes, et donc on est certainement 25 à 30% en dessous des prix du marché par rapport au monde des fondations. Donc c'est difficile aussi de trouver les bonnes compétences vu la concurrence. Et on a, je dirais, une échelle de 1 à 3 dans l'échelle des salaires. Donc, on a opté aussi pour avoir une forme de frugalité à ce niveau-là. Très rapidement, si je vais de l'autre côté, dans les structures que nous accompagnons en termes de financement, ça dépend un peu de leur degré de maturité. Nous finançons à la fois des structures vraiment qui sont au début de leur existence, qui sont en train de faire la preuve d'un concept et de développer, puis nous pouvons accompagner des structures beaucoup plus matures dans les phases d'essaimage. Ce que je peux constater dans les structures qui démarrent, qui se lancent, c'est que effectivement la part du bénévolat est extrêmement importante dans cette partie de preuve du concept. Il y a soit le bénévolat, soit dans un certain nombre de cas des porteurs de projets qui sont aux ACDIC, qui ont pour une durée déterminée un certain nombre d'indemnités qui leur permettent de monter et de porter ce projet. Mais effectivement, assez rapidement, il y a une tension pour arriver à financer, à pérenniser ce premier poste salarié et ceux qui vont suivre dans les structures.
Donc là, effectivement, ces structures doivent faire appel à des investisseurs philanthropiques, des fondations, des donateurs qui, à la fois, acceptent de prendre une certaine part de risque par rapport à un projet nouveau. Et c'est essentiellement, là, je dirais, la personnalité du porteur de projet qui peut faire la différence, avec bien sûr, je dirais, le côté original, d'impact, de la solution qu'il se propose de porter. L'apport d'une fondation comme la Fondation Caritas, à ce stade, peut être aussi un apport en termes d'image et de caution. Pour un porteur de projet, vous le savez bien, ce qui est le plus difficile, c'est de rassembler les premiers financements. Et le fait d'avoir dans un tour de table une fondation qui est reconnue, que ce soit la Fondation de France, la Fondation Caritas, ou peu importe le financeur, mais arriver à avoir dans un premier tour de table un financeur, même si son ticket n'est pas très, très important, c'est une manière d'aider aussi cette structure à crédibiliser sa levée de fonds. On est très vite aussi confronté à des porteurs de projets qui recherchent des financements pluriannuels pour sécuriser effectivement cette partie. C'est beaucoup plus difficile effectivement pour nous de nous engager sur des financements pluriannuels quand on n'a pas encore la preuve du concept, quand on n'a pas, je dirais, le niveau de compagnonnage et d'accompagnement de cette structure qui nous permet de pouvoir parier sur cette structure sur du plus long terme. À l'autre extrême du spectre, on a des structures effectivement qui ont vraiment fait la preuve du concept, qui ont un vrai modèle économique, mais qui sont par rapport à avec des stratégies d'essaimage, de développement importantes. Et donc là aussi, ce sont des relations de financement qui vont être un peu différentes. Pour faire suite à la crise du Covid, nous avons monté un programme cette année que nous avons appelé Acteurs de résilience, où on a choisi 9 structures que nous connaissions, qui pour nous avaient fait la preuve de leur efficacité et qui étaient avec des problématiques de développement et d'essaimage. Et donc là, nous avons choisi on a hybridé, je dirais, à la fois le modèle de financement, puisque nous, Fondation Caritas, on a apporté de l'argent propre. On a cherché dans les fondations que nous abritons des partenaires qui acceptaient de financer aussi. Puis on est allé chercher des financeurs extérieurs. On a monté un programme d'1 200 000 €. Et ce programme nous permet d'accompagner environ 9 structures pendant 3 années, en leur permettant d'avoir à la fois un financement pluriannuel sur 3 ans, de l'ordre d'environ de 45 000 €, et surtout la prise en charge d'un accompagnement stratégique si nécessaire, en termes de diagnostic stratégique ou d'accompagnement avec un partenariat avec Passerelle et Compétences ou d'une étude d'impact avec le cabinet Kimso. Donc voilà, je dirais, un autre mode de fonctionnement. Et ma compréhension aussi, c'est que quand les structures montent en maturité, c'est que nous sommes dans des modes de financement de plus en plus complexes, de plus en plus hybrides. Là, je ne vous apprends rien, mais je voulais juste peut-être en conclusion rappeler sur une initiative dans laquelle nous sommes partenaires, le Rameau, la Fondation Caritas et la Banque des Territoires, qui est le fonds I. Et ce fonds I est un fonds que nous avons imaginé pour justement accompagner des structures qui sont en phase de développement ou d'essaimage, en préfinançant un accompagnement de grande qualité pour ces structures, que ce soit de la stratégie, que ce soit du modèle économique, que ce soit de l'étude d'impact, peu importe. Et l'originalité, je dirais, de notre approche, c'est que nous faisons ce n'est pas du don, c'est un préfinancement d'un coût d'un accompagnement qui peut être à peu près entre 40 et 70 000 €. Et nous faisons le pari que le fait que la structure puisse avoir accès à ce conseil de haut niveau
à un coût bien inférieur à ce qu'elle aurait si elle avait négocié elle-même, et que les avantages, je dirais, de l'intégration des recommandations de ces missions de conseil vont permettre à la structure assez rapidement de se développer plus facilement et de développer aussi ses ressources. Et ce qui implique effectivement une capacité de la structure à rembourser cette avance, non pas pour le principe, mais parce que cette avance, après, peut être, bien sûr, une fois qu'elle est remboursée, elle peut être réutilisée pour une autre structure qui se trouve dans les mêmes besoins. Voilà. Donc, en tant que financeurs, nous sommes très, très conscients, je dirais, et attentifs à ces questions à la fois de temporalité, du besoin d'accompagner au plus long terme des structures, c'est évident. On sait que vous êtes aussi face à une hétérogénéité de financeurs qui ont tous des formats, des attentes différentes en termes de reporting. On est conscient de ce problème, mais on n'a pas, à ce jour, trouvé vraiment la bonne solution pour y répondre. Mais nous sommes preneurs, en tout cas, de toute recommandation. Merci. Merci Jean-Marie pour ton témoignage de financeur qui répond en partie, en tout cas, aux questions qui ont été levées et soulevées par Juliette et Guillaume sur la question de la temporalité et du long terme. Donc, merci encore pour ton témoignage. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller consulter le site du Fonds I qui vous donnera plus d'informations. Alors, pour continuer sur notre cheminement, je donne la parole à Stéphane Hatzag sur la question de l'environnement, puisque vous êtes, outre le fait d'être président fondateur de Mangrove Consulting, vous êtes aussi coordinateur d'un groupe de travail dédié au modèle socio-économique au sein d'un think tank sur des ONG environnementales. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire sur les grandes caractéristiques qui sont liées au secteur de l'environnement et des structures qui y travaillent? Stéphane, c'est à vous. Merci. Merci Elodie. Bonjour à tous. Bonjour Charles Benoît. Effectivement, j'ai pas mal de casquettes du côté des philanthropes, du côté des ONG, des assos. Et aujourd'hui, je vous parle au nom du groupe de travail des ONG environnement. Je vais donc représenter une quinzaine d'assos et d'ONG différentes. De fait, je ne vais pas rentrer dans des détails opérationnels précis, puisque chacune a un peu ses propres particularités par rapport aux questions de son modèle économique, de son développement ou de son renforcement. Et je vais essayer de partager avec vous, à la demande d'Élodie, certains éléments que j'estime être un peu des spécificités, peut-être. Ça ne veut pas dire qu'elles sont uniques, mais en tout cas qu'elles sont spécifiques au monde environnemental. Le groupe de travail des ONG environnementales, il est né déjà de quelque chose qui, a priori, est extrêmement prégnant par nature dans le monde des assos et des ONG environnement, c'est la question de l'urgence écologique. Elle n'a fait que se renforcer dans les médias et dans la société depuis les années 80, mais les plus anciennes des organisations environnementales datent des années 60, 70. Ça n'est quelque chose qui fait que monter. Et le groupe de travail, il a une vocation extrêmement simple, si je devais le résumer, c'est de partager ensemble avec nous des réflexions, des bonnes et des mauvaises pratiques aussi, et puis des opportunités ultérieures autour d'une question clé qui est: est-ce que le modèle économique de chacune des structures membres est à la hauteur de l'urgence écologique et de l'impact qu'on veut avoir? C'est une vraie question, c'est particulier, c'est compliqué pour les assos et les ONG de travailler sur la question du modèle économique et on essaie d'avoir dédié un espace pour cela. Il y a une autre raison, mais je vais la mentionner dans un instant et ça me fait une transition avec un autre élément, c'est je vais essayer de partager, donc je vais essayer d'aller vite, c'est d'essayer de partager avec vous certaines caractéristiques que j'allais dire spécifiques d'ADN du monde écologique et environnemental. La première chose, c'est que c'est un monde qui, par nature, porte une vision politique du monde. Et c'est une vision politique du monde qui est notamment axée sur un questionnement du modèle économique mondial, puisque par nature, la question du carbone, la question d'un certain nombre de pollutions et la question de l'extinction de la biodiversité posent des questionnements sur nos modalités de production, de distribution et d'action. Et de fait, quand on s'adresse à des organisations professionnalisées, voire non professionnalisées, on a des vraies questions d'ADN sur comment on considère son propre modèle alors qu'on est un acteur qui pense que le modèle global est en grand problème et pose des problèmes. Donc c'est la première chose toute bête. La deuxième, c'est que j'ai l'habitude de dire à mes étudiants que
Quand je cherche à les piéger, je cherche à demander ce que c'est, qui définit l'intérêt général. Alors évidemment, en général, ils ne le savent jamais. C'est le service des impôts. Voilà, l'intérêt général est défini factuellement par le service des impôts. Et donc la personne morale environnement, celle que représentent par agrément ou non d'ailleurs les organisations environnementales, c'est la deuxième caractéristique, c'est que cette personne morale environnement est immatérielle. On est sur des sujets qui peuvent être parfois, dont l'humain est parfois totalement absent. Et de fait, avec un humain qui est absent, on a une relation à la transcription potentielle sur une économie de marché ou sur des choses marchandes ou sur des choses qui ont de la valeur économique qui peut être parfois affectée. Il faut parfois un petit peu de jus de cervelle pour arriver à trouver comment donner une valeur économique, je sais pas moi, à l'air, à l'eau, à la crevette à pattes blanches ou au poulpe noir de Camargue. Voilà. Donc c'est une deuxième chose, c'est la personne morale. Alors dit comme ça n'a pas l'air de grand-chose, mais quand ensuite on descend au niveau opérationnel dans les différentes strates de ce qui peut constituer un modèle économique, on peut avoir quelque chose qui est caractéristique là-dessus. Puis il y en a une troisième que vous n'êtes pas sans en connaître parce que je pense que vous faites partie du monde dans lequel on vit, qui est que le monde environnemental, il a une ambivalence à sa base. C'est son rapport d'amour de l'homme et de la nature. C'est qu'on pense que la planète et ceux qui vivent dessus, dont les humains, sont en grand danger de pas mal de choses. Et donc, il y a une logique à la fois de volonté de protection, mais il y a aussi une logique de contrainte. On est en train d'essayer d'imposer l'idée qu'il faut absolument changer de modèle. Et évidemment, ça ne va pas sans créer des frictions avec un certain nombre d'interlocuteurs. Donc ça, c'est pour les spécificités que je caractériserai comme générales du secteur environnement. Et à l'intérieur du secteur environnement, enfin du secteur des ONG et des assos de protection de l'environnement, il y a d'autres choses que je qualifierais comme spécifiques. Je ne vous l'ai pas dit, mais je suis un ancien professionnel du monde de la solidarité et de l'humanitaire, que je connais, du développement d'ailleurs, que je connais très bien, et de fait de l'environnement. Donc je ne connais pas tous les secteurs de l'intérêt général, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui sont relativement spécifiques. Alors la première chose, c'est que par rapport à des organisations qui ont un rôle relativement clé dans les territoires ou au niveau national, on est sur une taille des acteurs qui est assez microscopique. Je vous parlais du groupe de travail que je coordonne. De loin, le plus gros budget, c'est autour de 35-40 millions d'euros, c'est le WWF. Quand vous prenez le WWF, il m'arrive d'auditionner de notre côté aussi un certain nombre d'autres structures. Quand je vais dans le monde de l'humanitaire international, j'ai récemment auditionné une structure qui me disait « Oh là là, on est tout petit, on a un budget de 30 millions d'euros, il fallait absolument qu'on grossisse, etc. etc. » Voilà, on est dans un secteur qui a des acteurs dont parfois ils ont une autorité extrêmement forte au niveau national, mais qui ont des budgets microscopiques par opposition, par exemple, je ne sais pas. Et je parle vraiment des leaders, mais ça se retrouve à tous les niveaux. Donc le WWF est le leader en budget de ce secteur. Si vous le comparez à MSF, si vous le comparez à la Croix-Rouge, si vous le comparez à... Et je peux continuer comme ça dans la solidarité. Et voilà. C'est la première chose, c'est la taille des acteurs est relativement faible en termes de budget. Et ensuite, il y a des caractéristiques qui sont particulières aussi à ce secteur. La première, c'est que si je veux faire une segmentation du modèle économique du côté de ses ressources, je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui des ressources humaines, puisque il y a des spécificités, je vais en mentionner une, je pense, tout à l'heure, dans le monde de la gestion ou de l'animation des ressources humaines du monde environnement, mais on est quand même, que ce soit dans le secteur professionnalisé ou dans la partie bénévole, on est quand même sur des choses assez classiques. Donc par contre, du côté des acteurs et de la création de ressources, du côté des... Voilà, si je prends des choses que j'estime être spécifiques au monde environnemental, la première chose, c'est que la relation aux entreprises est très particulière. Elle rejoint le corollaire de la relation de la vision politique du monde, c'est-à-dire que grosso modo, si je prends deux exemples, et comme ça vous aurez les deux côtés du spectre, je prends quelqu'un comme Greenpeace, qui a toujours revendiqué de n'avoir aucun partenariat entreprise et aucune relation avec les entreprises, et de ne vouloir vivre que de la générosité du public. Et si je prends à l'inverse un acteur comme le WWF, j'ai quelqu'un qui a hybridé jusqu'à des domaines totalement innovants, tout un tas de structures, de sous-structures, de partenariats, d'alliances, etc. Tout ce qui est possible, beaucoup de choses ont été expérimentées et mises en œuvre dans le WWF. Donc on a une relation qui est très ambivalente au monde du secteur privé. Très ambivalente et très large, y compris dans des choses où on ne veut pas avoir affaire au secteur privé. Je vais en parler dans un instant après. La deuxième chose, je reste toujours sur des choses un peu générales, par rapport aux institutions. Eh ben, on est à nouveau dans un secteur qui, de la même manière, a une relation
amour, attente importante vis-à-vis de l'institution. Et vous pouvez avoir des relations qui sont complexes puisque vous avez notamment entendu parler de notre affaire Atos récemment. C'est emblématique. Nous avons un pool d'ONG environnement qui ont poursuivi en justice l'État devant sa faillite à adresser la question climatique. Donc on a aussi quelque chose qui est compliqué de la relation active au niveau de l'institution. Et puis enfin, la générosité du public. Le public, donc je l'ai dit tout à l'heure, d'abord une relation de message qui est particulière entre... Voilà, je pense que ce n'est pas nouveau pour vous de percevoir ces deux phases de la pièce, une envie vraiment d'aider nos semblables et en même temps parfois de les aider malgré eux, voire de leur proposer des contraintes dans le changement de modèle. Et par rapport à ça, il y a quelque chose de particulier dans la relation à la générosité du public et de fait, la question environnement dans les préoccupations des Français en France et pour les ONG qui nous concernent, elle est toujours au minimum au 6e ou au 7e rang et on n'est clairement pas dans le trio de tête, voire dans les 5 premières. Donc il y a une première chose que je caractériserais comme spécifique à ce monde-là. Et pour ne pas prendre trop de temps et permettre surtout qu'on bascule dans le débat tout à l'heure, et aussi parce que je ne veux pas rentrer dans le détail de certaines des organisations, puisque je représente plusieurs, je vais essayer de vous transcrire ça dans des exemples un peu concrets sur des enjeux opérationnels, et puis il en sera fait de ma prise de parole. Alors, tout à l'heure, j'évoquais la relation aux institutions, mais donc si je rentre sur la partie ressources des modèles économiques, ce qui ressort de l'attitude et de cahier des charges de nos ONG environnementales par rapport à l'institution, c'est qu'il y a quand même une grande volatilité et une grande fragilité de la relation avec les institutions. Beaucoup d'associations environnementales territoriales se sentent régulièrement mises sous contrainte, menacées par leur relation aux institutions, qu'elles dérangent sur un certain nombre de leurs activités. Et de fait, ça m'oblige à parler des activités. Dans le milieu environnement, sur l'ensemble du champ d'action possible, donc sur l'ensemble du champ des opérations et services rendus possibles qui seraient monnayables d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le secteur public, le secteur privé ou les individus, eh bien, vous avez des sujets forts qui sont l'activisme. Vous avez, dans le monde environnemental, des organisations qui sont capables d'activisme à plein de niveaux, y compris territorial, parce qu'elles pensent qu'il faut agir avant la détérioration du capital naturel. Et de fait, cela se transcrit à plein de niveaux. J'ai même vu des assurances mettre les organisations environnementales au même titre que certaines sectes dans les gens à ne pas prendre en compte dans les contrats. Donc, dans la relation aux institutions, clairement, l'activisme et le plaidoyer sont des types d'activités qui, de fait, peuvent entraîner directement un biais dans la partie du modèle économique. Si je veux rentrer ensuite sur une deuxième possibilité dans un modèle économique au niveau des ressources, qui seraient toutes les logiques de filiarisation lucrative, d'hybridation, etc. Là aussi, vous avez des typologies de choses qui créent une particularité au sein du monde environnemental, une assez évidente, et je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est que lorsque vous êtes une organisation environnementale et que vous avez envie de consolider votre modèle par du bien, la création de biens ou de services, voire même d'alliances ou de partenariats, vous êtes contraint par tout un tas de problématiques environnementales au niveau de la consommation de la ressource et de la production carbone. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on s'autoriserait peut-être avec un cahier des charges différents dans d'autres secteurs qu'on ne s'autorisera pas à faire, même si on avait une étude de marché ou qu'on a l'idée qu'il y a un besoin, qu'il pourrait y avoir moyen ainsi de financer l'organisation. Alors, je m'excuse, il y a des exemples que je pourrais donner, mais je ne rentrerai pas dans des détails, à part peut-être après dans nos échanges. La troisième chose, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est que dans le monde du partenariat entreprise, qu'on parle de mécénat ou qu'on parle de sponsoring, de partenariat, eh bien, c'est quand même beaucoup dans le cadre de l'interaction avec le secteur environnement qu'a émergé dans la société, le fameux greenwashing. Donc, c'est pareil. Si on peut toujours se demander quelle est la part de l'intérêt général qui est nourri par un partenariat avec une entreprise, il est évident qu'il est arrivé une contrainte supplémentaire qui était le greenwashing et de fait, il est apparu du monde environnemental et ça a créé encore un cadre particulier, spécifique à ce qui pourrait être la relation ONG-entreprise à l'intérieur d'un modèle économique. Sur la générosité du public, j'aurais plein d'exemples. Ce que je pourrais vous dire d'abord, c'est une conviction qui est la mienne et qui a été nourrie par certaines de nos études, c'est que l'une des raisons pour lesquels, dans les baromètres de la générosité du public, l'environnement n'est qu'en 6e ou 7e position, c'est pas seulement parce que les Français s'y intéresseraient seulement en 6e ou 7e position de leur considération quotidienne, mais c'est aussi parce que dans le monde des ONG environnement, pour différentes raisons,
les investissements qui ont été faits dans la rencontre avec le public, dans les différentes opérations et stratégies de relation avec la générosité publique, on est chez un parent pauvre de l'intérêt général. Il y a si je prends, je ne sais pas moi, France Générosité, sur les 30, je ne sais plus, je crois qu'il y a 35 ou 40 membres qui, par exemple, font de l'appel à générosité du public dans la rue avec du face-à-face, eh ben, il n'y en a que 2 ou 3 qui sont véritablement des ONG environnement sur les 40 qui sont là-dedans. Et je pourrais continuer comme ça. Il y a une logique que je n'ai pas le temps de développer ici, mais de relation à cet espace-là, à cet espace de rencontre avec le public qui fait que plein de raisons, il y a des barrières, il y a des plafonds de verre et des barrières à différents endroits. Voilà. Et puis, si vous voulez un exemple très concret, moi, je suis quelqu'un qui est un grand croyant dans la chose associative, donc je suis moi-même adhérent de plein de choses. Je suis toujours assez effaré avec ma culture environnement et mes engagements du nombre de goodies que je peux recevoir de plein d'organisations pour me remercier de mes dons généreux. Il est évident que dans une ONG environnement digne de ce nom, vous ne laisseriez pas passer aux fourches codines des valeurs un certain nombre de choses qui sont faites pour montrer à un généreux donateur qu'il a été sympathique avec vous. Et puis je vais donner un dernier exemple concret, comme ça je passerai rapidement la parole, j'espère. C'est que même au niveau du bilan, au niveau du modèle économique, sa transcription dans le bilan, vous pouvez avoir des choses qui sont particulières. J'entendais tout à l'heure, alors j'ai oublié son prénom puisqu'il s'appelle Radouane, mais ne s'appelle pas Radouane. Mais dans tout est possible. Vous évoquiez les arbres et les pommes. Il y a une activité importante du monde environnemental qui a trait à la question de la protection du milieu et notamment à la protection des zones naturelles sensibles. De plus en plus d'ailleurs de zones naturelles puisqu'il y a un vrai problème d'urbanisation et de bétonisation. Eh bien, à nouveau, voilà une complication typique du monde environnemental. Vous avez sans doute dans le cœur de mission, dans la mission sociale, un besoin d'acquisition de foncier. Alors, il a son avantage, c'est qu'en théorie, il rentre au bilan. Donc, pour y avoir un élément de consolidation des organisations. Mais souvent, il n'y a pas de modèle économique, puisque le but, c'est d'acquérir du foncier pour qu'ils vivent sans aucune interaction avec l'être humain. Alors, il n'y a pas de modèle économique évident, mais il y a des questions qui se posent pour l'avenir sur la question de la finance carbone, etc. Mais aujourd'hui, dans la réalité, la grande majorité des associations et des ONG environnementales ont vocation à essayer d'acquérir un maximum de foncier et de ne pas l'exploiter, et de l'exploiter le moins possible, c'est ce que c'est le cœur de mission. Donc voilà, être dans une interaction complexe avec un monde que l'on sait menacé, avec une urgence économique, environnementale et au service de l'impact, avec l'idée de transformer ces modèles économiques, mais avec des contraintes qui nous sont spécifiques. Voilà un peu les défis qui sont celles des assos et des ONG environnement, et je serais ravi de pouvoir poursuivre cet échange avec vous tout à l'heure. Merci de votre écoute. Merci Stéphane. Alors sans transition, je vais laisser la parole à Bernard, qui est président de l'association Stop à l'exclusion énergétique. Bernard, la parole est à toi. Merci Elodie. Bonjour à toutes et à tous. Oui, l'association Stop Exclusion Énergétique a une particularité, c'est qu'elle est issue d'un collectif créé il y a quelques années qui regroupe 70 organisations, que ce soit des grandes entreprises, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des collectivités territoriales, des services de l'État, des milieux académiques et les grandes associations caritatives en France. C'est intéressant de voir pourquoi on est passé de collectif à une association. C'est que face à la montée des projets, besoin de financement, il nous fallait un véhicule adapté qui nous permette d'augmenter, de faciliter la recherche de financement. Et puis aussi, évidemment, ce qui paraît une évidence, c'est de rendre transparent les financements. Donc le véhicule qu'on a choisi, c'était une association, mais il reste les 70 organisations qui étaient membres du collectif sont devenues membres l'année dernière de l'association. L'exclusion énergétique a deux dimensions, la dimension du logement et la dimension de la mobilité, mais pour aller vite, je vais rester sur la dimension du logement uniquement pour vous présenter nos activités et nos problématiques. D'abord, sur le logement, le collectif et puis l'association a défini un objectif et une démarche. Un objectif bien identifié et bien partagé, qui est d'éradiquer la précarité énergétique à un terme que nous avons fixé, qui est 2030, donc un objectif très ambitieux et qui nécessite une mobilisation de moyens et d'organisation importants. Et une démarche
qui est une démarche qui peut s'exprimer en trois verbes: expérimenter, faire connaître et structurer. Expérimenter, c'est-à-dire lancer des projets, tester des projets pour en tirer des enseignements et pouvoir ensuite les essaimer. Faire connaître les solutions qui existent déjà, puisqu'il y a déjà des solutions qui sont dans les territoires mises en œuvre et qui sont souvent mal connues et donc ont des difficultés à être essaimées. Et enfin, structurer, ou plutôt aider à la structuration d'alliances locales, parce que la question de la lutte contre la précarité énergétique est une question qui est tout à fait liée au territoire. Alors, peut-être un mot sur la précarité énergétique. Bon, c'est un fléau social important, mais c'est aussi un fléau environnemental et sanitaire. Ça concerne 12 millions de personnes. 7 millions sont des propriétaires occupants. 50% se trouvent dans le rural, 50% dans l'urbain, et 60% ont plus de 65 ans. Donc on est face à une population qu'on arrive à identifier, qui est souvent connue, mais qui n'est pas franchement accompagnée dans ses efforts pour maîtriser ses consommations d'énergie et se chauffer convenablement. Alors, pour résoudre cette précarité énergétique, il faut combiner deux choses, ce qu'on appelle les mesures curatives, ou plutôt les mesures immédiates, ce qui relève la plupart du temps des pouvoirs publics d'ailleurs. C'est notamment la question des aides immédiates qu'on peut fournir aux gens en situation de précarité énergétique. C'est le chèque énergie, par exemple. Ça peut être aussi les fonds de solidarité logement des départements. Il y a donc tout un aspect immédiat qui est d'autant plus important actuellement qu'on a une très très forte hausse des prix des énergies qui font basculer beaucoup de personnes dans la précarité énergétique. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de mettre en œuvre des solutions systémiques, et essentiellement, c'est de favoriser la rénovation du logement pour les gens en précarité énergétique. Et donc, et notamment avec une priorité, c'est de faire disparaître les 4,8 millions de passoires thermiques, donc, dans lesquelles les gens vivent de façon peu décente et surtout qui sont fortement émettrices de GES. C'est pour ça qu'il y a un lien entre le social et l'environnemental et aussi le sanitaire, parce que la mauvaise qualité du logement a un impact très fort sur les maladies et sur le bien-être, et des maladies respiratoires par exemple, mais aussi des maladies qui sont liées à l'isolement social de ces personnes. Donc la raison d'être de notre association multi-acteurs, c'est de développer des projets et d'unir toutes les forces de ces organisations pour pouvoir changer d'échelle dans l'objectif que l'on s'est fixé, l'éradication de la précarité énergétique. Parce que les organisations membres de notre association ont toutes déjà des projets, des démarches, des partenariats, mais on sent bien, et c'est la conviction de tous les membres, c'est que si on travaille chacun dans son coin et qu'on ne joue pas collectif, on n'arrivera pas à résoudre le problème de la précarité énergétique. Donc, il faut s'y mettre tous avec des dimensions de privé et public, des dimensions territoriales très fortes, je le disais, puisque l'objectif essentiel de l'association, c'est de créer des alliances locales pour, sur le territoire, identifier les gens en précarité énergétique, leur proposer des solutions, mobiliser les collectivités territoriales, mobiliser les acteurs qui aident aujourd'hui à payer les factures. Je pense par exemple aux caisses d'allocation familiale, aux groupes de protection sociale. Donc de mettre tous ces acteurs pour essayer de favoriser des solutions systémiques qui feront qu'on ne remettra pas au pot tous les ans pour financer le paiement des factures pour des gens en très grande difficulté. Donc trouver des solutions durables. Sur les compétences, puisque c'était une des questions que vous aviez posées, c'est un très grand sujet pour notre association, parce qu'un des éléments de blocage actuellement de la politique en matière de rénovation énergétique, c'est qu'on n'a pas actuellement les artisans, les bénévoles et les opérateurs de rénovation en nombre suffisant, et surtout on ne les a pas
pour ce qui concerne les personnes en grande précarité. Donc, on a un besoin de formation très important, qui est un des objectifs de l'association, avec notre ambition d'aider à former 400, ce qu'on appelle des ensembliers solidaires, c'est-à-dire des gens qui sont en capacité d'aider les familles en grande difficulté, de les accompagner de bout en bout de leurs travaux, c'est-à-dire avec les dimensions techniques, les dimensions sociales liées à la famille concernée, la dimension budgétaire, c'est-à-dire comment aller chercher les aides possibles et comment boucler le financement des travaux nécessaires. Et cet accompagnement est renforcé, est un objectif essentiel de l'association, parce qu'on pense que c'est le blocage prioritaire au jour d'aujourd'hui qui font que les familles en grande précarité, finalement, ne rentrent pas du tout dans des projets de rénovation. Vous imaginez bien que pour la rénovation en moyenne d'un logement, d'une passoire thermique, il faut compter entre 50 000 et 70 000 euros. On peut financer à peu près, en mobilisant toutes les aides existantes, à peu près 90% de la somme, mais il reste encore 5 000 à 7 000 euros de reste à charge pour la famille qui est impossible à atteindre si on n'arrive pas à faire que ce reste à charge soit réduit au minimum. Et puis, l'accompagnement, c'est que faire des rénovations lourdes, comme lorsque c'est nécessaire, c'est très difficile. Quant à aller chercher les aides, c'est aussi extrêmement compliqué. Donc, il faut des accompagnateurs spécialisés qui soient financés dans le cadre de Mon Accompagnateur Rénov', qui est proposé par le gouvernement, mais qui soit spécialisé sur la grande précarité. Donc ça, c'est un de nos objectifs. Au niveau de nos finances, pour tout ce qui est travaux, la réalisation de travaux, en gros, on est sur un financement hybride. C'est 70% d'aide publique, au travers notamment de MaPrimeRénov' ou de ce que peut faire l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, et 30% qui sont des financements complémentaires qu'on peut trouver, je le disais, auprès des caisses d'allocation familiale, des groupes de protection sociale, des collectivités territoriales aussi, puisqu'elles proposent un certain nombre d'aides. Pour ce qui concerne le fonctionnement même de l'association et surtout son travail d'ingénierie de projet, là on est dans je dirais dans un rapport inverse, puisqu'en gros, on a 70% de subventions par nos membres, essentiellement, donc privés, et 30% publics qui sont en soutien à l'ingénierie des projets. Et puis, le dernier point que je voulais aborder, c'est la question des alliances. L'objectif de notre association, c'est pas simplement d'être une alliance nationale. Ça, c'est nécessaire pour lancer des projets, mais si on veut éradiquer la précarité énergétique, il nous faut des alliances territoriales qui auront leur propre autonomie et donc qu'on peut aider à structurer, qu'on pourrait alimenter en information, puisque l'association en produit un certain nombre, mais c'est surtout qu'elles aient leur autonomie, qu'elles puissent développer des projets innovants, qu'on puisse, nous, les faire connaître à d'autres territoires, de façon à ce que le mouvement de lutte contre la précarité énergétique se développe. Et pour ça, on a fait un scénario qu'on met en débat sur toute l'année 2022, qui s'appelle « Éradiquons la précarité énergétique d'ici 2030 ». Et dans ce scénario sert de base de débat, mais c'est presque une sorte de prétexte, je vais dire, pour que justement il y ait des réunions d'acteurs au niveau territorial, pour que chacun puisse imaginer et construire des projets adaptés à la situation du territoire, avec les acteurs du territoire. Donc ça, c'est le grand objectif de 2022 pour notre association, et je pense que c'est un élément qui peut être important. Et enfin, on a un appel aux dons au grand public, puisque avec une marraine qui permet de donner de la visibilité à notre appel aux dons du grand public, qui servent essentiellement à financer le reste à charge des travaux des familles. Voilà. Merci Bernard. Alors, il nous reste quelques minutes, mais juste pour vous entendre en un mot, pour ceux qui restent, Stéphane, Guillaume et Bernard, en un mot, quel serait le mot que vous aimeriez mettre en avant pour
soit concrétiser votre propre modèle ou en tout cas exprimer votre étonnement par rapport au modèle de l'environnement, au modèle de l'insertion, au modèle de la précarité. Qu'est-ce que vous retenez de l'ensemble des échanges qui ont pu avoir lieu? Ah, Juliette revient. Qui ont pu avoir lieu. En un mot, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en avant? Moi, j'ai déjà un certain nombre de mots, mais je voudrais vous entendre sur votre étonnement sur le modèle des autres en un mot. Alors, moi, si vous n'avez pas d'idée, moi, je commence. Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est le côté environnemental, la dimension politique, qui est extrêmement importante et qui impacte finalement à la fois le mode de fonctionnement et du coup les modes de financement des structures d'intérêt général qui travaillent dans l'environnement. Ça m'a marqué. J'en avais pas conscience. Et je trouve autre point intéressant, c'est le point commun peut-être, c'est la question de la temporalité de mise en œuvre, mais qui impacte du coup les modèles de financement, enfin les financements de cette temporalité. Comment on arrive à trouver, enfin c'est très bien ce que disait Guillaume, hein, comment on hybride à la fois des financements qui permettent d'avoir des activités court terme et en même temps de pouvoir envisager le long terme. Ça, c'est pour moi, je trouvais ça très intéressant. Donc, est-ce que vous avez des points d'interrogation ou de surprise, ou en tout cas un mot que vous aimeriez partager en quelques... Je veux bien partager un mot sur, moi ce serait plutôt autour de l'ambivalence en fait, des acteurs publics qui tantôt se retrouvent comme facilitateurs, financeurs, freins, voire même opposants en fonction du sujet, du moment et de l'échéance et de la proximité de l'échéance électorale à venir ou du risque d'image ou de l'actualité des 2 dernières semaines. Et je pense que ça fait le lien aussi avec la politique un peu de l'immédiateté qui rend très difficile tout accès en planification, ou en tout cas qui demande de s'émanciper de ces acteurs publics pour être capable de faire de la planification. Merci Guillaume. Bernard, Stéphane ou Juliette, vous voulez rajouter un mot? Moi, simplement pour faire quelque chose que j'ai peut-être pas assez mis en avant sur le modèle éducatif, mais qui est ressorti dans tous les autres et qui, me semble-t-il, est un point commun et qui fait le lien avec la temporalité, c'est l'action de l'expérimentation. On est tous dans des domaines et des structures qui vont expérimenter, et pour ça, on a à la fois besoin de temps, de droit à l'erreur, et ça fait aussi le lien avec cette question d'ambivalence des financeurs et des pouvoirs publics. Et vraiment, ça, c'est la notion d'expérimentation qui me semblait être finalement aussi un fil rouge dans toutes nos interventions. Merci Juliette. Oui, Bernard. J'allais dire à peu près la même chose, donc je vais juste compléter. L'expérimentation et surtout l'innovation dans les modèles socio-économiques, à mon avis, ça nécessite de plus en plus de combiner différentes solutions et de faire de l'hybridation, d'une certaine façon, une façon d'être ou une façon de vivre pour l'organisation. Alors, je voulais parler aussi de l'expérimentation, mais je savais que ça ferait plaisir à Charles Benoît, puisque par nature, il pense qu'on est au cœur de la place des ONG, notamment dans la société. Je reviendrai juste sur un truc, parce que on a beaucoup parlé, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a aussi beaucoup d'humains et beaucoup de gens formidables qui font vivre les travaux d'intérêt général. Et donc, j'aurais une pensée pour les gens dans nos modèles. Je retiens quand même ce qu'a dit... j'ai oublié son prénom, mais de Caritas. Pour plein de raisons, je pense qu'on a dans les ONG et dans les assos souvent des petites startups qui sont très. Alors, je ne sais pas si je devrais dire startups, parce que je sais pas si c'est. Enfin, on a des structures dynamiques qui demandent beaucoup. Je dis souvent qu'une ONG, notamment, Elodie, vous parlez de la dimension politique. Ce que je trouve compliqué quand je recrute un salarié dans une ONG, c'est que je dois souvent avoir des ambitions de grands groupes, avec des grandes ambitions. Je ne fabrique pas un produit que je me contente de sourcer, fabriquer, distribuer et mettre sur le marché. J'ai souvent plein de galaxies de choses sociétales à animer en même temps, avec des services de communication, de marketing, et quelle que soit la taille de la structure. Et de fait, je pense aux gens, je pense aux bénévoles, et je pense aussi aux salariés. Voilà, Jean-Marie de Caritas qui disait que voilà, il était 30% en dessous du marché. Je pense qu'il y a un vrai problème avec ça. On a besoin d'attirer des talents. On a besoin d'attirer des talents qui aient aussi une vision avec un cadre politique autour de ce qu'ils font. Et je trouve dommage que ces gens-là, nos modèles économiques doivent et devraient nous permettre
de monter aussi nos niveaux de salaire. Voilà, pas dans des dimensions complètement folles, mais je pense que c'est important d'attirer et de garder des talents. Voilà, si vous allez voir le film Rupture, vous allez voir que les jeunes grands diplômés aujourd'hui, ils ont envie d'aller dans des choses qui ont du sens. C'est à nous d'organiser nos modèles aussi avec une capacité à attirer ces gens-là au service de l'impact. Merci Stéphane. Alors, on arrive à la conclusion de ce webinaire. Je laisse la parole du coup à Charles Benoît qui va nous parler de 2022. Bonjour à tous. Oui, très rapidement, et vous l'avez tellement bien évoqué que je vais passer très vite, mais le contexte de l'objectif 17 des objectifs de développement durable, c'est bien évidemment comment est-ce qu'on peut intégrer la notion de temps dans tout ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire gérer à la fois le temps court et le temps long, et non plus se poser la question de fin du mois ou fin du monde, faut-il choisir, mais comment le faire ensemble. Et je voudrais vraiment vous donner des bonnes nouvelles de territoire. Vous savez peut-être que cette semaine, avec nos amis de Juris Association et du RNMA, on a publié un dossier spécial sur le journal des bonnes nouvelles à travers les coopérations territoriales. Vous avez 8 exemples du ultra-local jusqu'à ce qu'un pays sait faire, le Maroc en l'occurrence. Et je voudrais juste dire à quel point c'est une réalité profondément incarnée. Lundi, j'étais à Lyon avec Ronald Pia, avec des entrepreneurs sociaux. Mardi, j'étais à Chambéry avec la Fondation Agissance, avec plus de 100 jeunes qui travaillaient pendant toute une journée pour faire émerger une douzaine de projets d'intérêt général. Mercredi, j'étais avec des chefs d'entreprise, des TPE, PME, des EDC et du mouvement des cadres chrétiens pour dialoguer de comment justement prendre en considération cet engagement territorial sur des questions environnementales. Ce matin même, et pardonnez-moi mon retard à ce webinaire, j'intervenais au Congrès des maires pour la première fois, au 103e Congrès des maires. L'AMF a organisé un forum dédié à la co-construction avec les habitants. Et je peux vous dire que les maires qui témoignaient ce matin témoignaient d'un travail au long cours et d'une capacité à réellement transformer les choses. Et je rappelle que 80% de nos concitoyens considèrent que c'est une urgence, ce jouet collectif, parce qu'on ne trouvera pas de solution autrement. Et juste peut-être de rappeler que dans la mission ministérielle qui a été confiée il y a exactement 2 ans à la députée Catherine Racon-Bouzon et moi-même, après 6 mois de construction, nous n'avons pas voulu nous arrêter là. Et avec nos amis de la JEVA, nous suivons la feuille de route ministérielle depuis 18 mois de façon extrêmement attentive et dont d'ailleurs cette série de webinaires dont Élodie a fait le bilan fait intégralement partie parce que comment inventer ensemble des modèles socio-économiques fait partie intégrante de cette question de ces alliances, de cette économie d'alliance, et vous dire à quel point nous sommes satisfaits que sur les 4 chantiers structurels et les 21 mesures techniques, nous avons eu des avancées significatives sur chacun de ces leviers. Alors, oui, souvent, on fait émerger le fait que nous ne sommes pas déjà arrivés au résultat de l'agenda 2030, mais je rappelle qu'il était sur 15 ans que nous sommes à mi-chemin, et à mi-chemin, nous pouvons voir le verre à moitié plein, et arrêtons de ne rappeler que de le verre à moitié vide. Nous désespérons les acteurs, alors que si je prends ne serait-ce que les 100 jeunes avec lesquels j'étais mardi, je peux vous dire qu'eux, ils ne sont pas désespérés, eux, ils ont des solutions concrètes, et eux, ils sont dans l'action. C'est ça qui est au cœur de notre sujet. Alors, nous avons eu l'occasion d'éclairer finalement tout au long de cette année les 3 dimensions de cette capacité systémique, c'est-à-dire tout acteur, tout domaine, tout territoire. Et vous savez, si vous avez suivi les travaux, notamment de l'Observatoire des partenariats, que nous avons beaucoup travaillé sur cette question des domaines, des territoires, en 2020, et dont le film Bonne Nouvelle des Territoires, ce nouveau dossier avec Juris Association est dans la continuité profonde. Et ce matin même, nous avons remis aux élus locaux un petit guide très concret avec qu'est-ce que font déjà vos partenaires maires, quelles sont les bonnes nouvelles des territoires, quels sont les outils pédagogiques qui ont été développés, notamment avec le ministère de l'Éducation nationale, pour leur dire que les outils sur cette question-là, ils existent. Cette année, on a beaucoup focalisé sur les acteurs, sur la façon dont les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les fondations, les acteurs académiques font cette dynamique-là. Et l'année prochaine, nous souhaitons travailler sur la question des domaines parce qu'effectivement, comment ça s'incarne
très concrètement d'un domaine à l'autre et vous l'avez incarné. Je pense notamment, nous en discutions hier avec Bernard Saincy sur comment associer le réseau des pionniers des énergies en territoire à cette question de stop précarité énergétique, parce que c'est cette rencontre entre à la fois des territoires différents, des acteurs différents et des domaines différents qui feront en sorte, quelque part, que nous aurons des réponses systémiques qui seront adaptées à la réalité que chacun d'entre nous vit et à la fois une capacité à faire système globalement. Et pour cela, j'ai une bonne nouvelle, une dernière bonne nouvelle des territoires aujourd'hui, c'est que Élodie vous a fait le bilan de de ce cheminement ensemble et nous avons pris contact avec nos partenaires de ce cheminement que nous avons fait, la Banque des territoires, le ministère de l'Éducation nationale à travers la JEVA, la Croix-Rouge française et le Fonds DD17, et on se dit, on ne peut pas s'arrêter là. On a cheminé, c'était passionnant, c'était génial, on a passé un temps absolument fabuleux. Il nous faut continuer, il nous faut cheminer ensemble sur ce triptyque tout domaine, tout acteur, tout territoire, en le prenant par l'angle des sectoriels et de comprendre la diversité des modèles socio-économiques des domaines. J'étais très frustré que Stéphane ne puisse pas rentrer dans la spécificité des domaines environnementaux, mais comme j'étais très frustré que Juliette, d'autant plus frustré que j'étais encore au Congrès des maires, donc je n'ai pas pu entendre Juliette, donc c'est frustrant, mais je préférais être avec vous qu'être au moment de l'intervention du président de la République, c'est dire à quel point je tiens à cette question des modèles socio-économiques et de l'économie d'alliance. Mais on a eu l'occasion et la joie de travailler avec Juliette sur les modèles socio-économiques des têtes de réseau de proximité, bien évidemment, de regarder comment dans l'éducation populaire, ça peut se traduire dans des modèles socio-économiques différents. C'est un élément tout à fait déterminant et nous pourrions prendre tous les domaines pour pouvoir vraiment appréhender ça et rentrer dans les débats. En tous les cas, je vous remercie à tous les 5 de nous avoir donné envie de creuser. On ne peut pas s'arrêter là, on ne va pas s'arrêter là. Ça fait 15 ans qu'on chemine pour essayer de trouver cette équation sur l'économie de l'Alliance. Eh bien, aujourd'hui, il y a une envie, 80% des maires, 80% des citoyens, 92% des maires, 84% des chefs d'entreprise, 17% des dirigeants associatifs, 98% des responsables associatifs. On a mobilisé plus de 60 chercheurs au premier séminaire de recherche sur la co-construction du bien commun que nous avons organisé avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts. On ne va pas s'arrêter là. Comptez sur nous et on vous donne rendez-vous dès le 20 janvier 2022 de 13h à 14h30 pour le nouveau cycle et tous les jeudis du mois 2022, nous aurons encore ces temps d'échange. On va réfléchir ensemble sur les modalités pour inventer des modalités plus participatives à ces webinaires. Mais en tous les cas, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Il y a plus de 600 personnes qui ont suivi ces webinaires durant cette année. Et j'avais pas plus tard que mardi à Chambéry, une des adjointes au maire qui nous remerciait à travers l'espace numérique sur association.gouv.fr que nous avons mis en place avec la JEVA, de dire mais moi je me nourris de cela, ça m'a permis de détecter les travaux qui étaient faits, comment on les partage ensemble. Eh bien je crois que c'est notre responsabilité collective. Oui, les bonnes nouvelles des territoires existent, oui, elles sont plus nombreuses que nous le pensons, et oui, si nous les mettons ensemble en valeur, alors nous allons recréer l'espérance parce que non, le monde n'est pas en feu. Oui, Chrysalide devient papillon. Laissons juste un tout petit peu le temps au papillon de prendre son envol. Et là, les objectifs de développement durable à objectif de 2030 ne sont non seulement atteints, mais aussi dépassés. C'est possible si nous y mettons tous. Alors, l'impossible devient possible. Merci à vous pour votre témoignage sur ces modèles socio-économiques de l'Alliance. Et merci à vous pour pouvoir déterminer qu'il n'y a pas un modèle type, mais une diversité des modèles. Et c'est bien cette diversité des modèles que nous devons promouvoir parce que c'est cela qui nous permettra d'avoir une réponse systémique. Et je vous souhaite une très bonne suite à chacun d'entre vous. Et surtout, lisez les bonnes nouvelles de territoire, regardez le film pour vous donner plein d'énergie pour continuer. À bientôt à tous. Merci à chacun et merci aux participants. Merci pour vos interventions et à très très bientôt, donc au plus tard, le 20 janvier 2022. Très bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir, bonne journée.